bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, c'est jusqu'au 16 octobre, la semaine du goût, 33e édition de cette manifestation qui tente notamment d'aiguiser les papilles des enfants et des ados. C'est ce que fait toute l'année une formidable association, l'école comestible. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Camille Labro. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Et bien on va rester dans cette thématique du goût et vous verrez comment la littérature peut-elle aussi vous mettre l'eau à la bouche. L'heure de la récré, toujours avec Emma et toujours en gourmandise. On va profiter de l'absence de notre nutritionniste pour se gaver de sucreries. Et puis enfin, Marie-Olivier vous proposera son cours particulier. Elle zoome cette semaine sur une association qu'on a tout juste évoquée récemment dans la quotidienne, sur le chemin de l'école. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Nous rêvons d'une école dans laquelle les enfants cultivent un potager, observent le cycle des saisons et du vivant, apprennent à cuisiner, à se régaler et régaler leurs proches de ce qu'ils ont préparé. Nous rêvons de cantines saines et savoureuses qui connectent la préparation des repas avec les potagers et soutiennent des réseaux de paysans locaux vertueux. Nous rêvons d'enseignants, d'animateurs, d'élus locaux formés pour intégrer l'alimentation au cœur des apprentissages essentiels. Ce nous est un nous collectif. Bonjour Camille Labro. Bonjour. Vous faites partie de ce nous, vous n'êtes pas la seule, c'était un manifeste qui a été publié il y a je crois maintenant 3 ou 4 ans. C'était dans Libération et il accompagne ce manifeste votre formidable association, l'école comestible que vous avez fondée. Vous êtes par ailleurs dans le civil, journaliste et autrice. L'objectif, c'est de faire ce que vous appelez la révolution délicieuse et d'essaimer l'éducation collective de la terre à l'assiette. Racontez-nous. En fait, c'est quelque chose qui manque un petit peu dans l'éducation nationale aujourd'hui. C'est pour nous essentiel d'éduquer les enfants à mieux manger. Donc la manière dont on fait ça, c'est avec des ateliers qui vont de la terre à l'assiette. Et qui vont de la maternelle au lycée. Oui, même en fait. Ah, ça remonte maintenant, oui, ça y est. Remonte. Oui, on est monté. Génial, vous êtes passé, vous avez réussi. Et même, vous savez quoi? On a démarré des cours à Sciences Po Lille cette semaine. Génial. Voilà. Ah, mais c'est formidable. Est-ce que ça se passe partout pareil, alors? Ah non, pas du tout. Non, vous ne débarquez pas avec la cagette du maraîcher? Ah, bah alors. Tout à fait. Et puis, il y a une méthode quand même, il y a une méthode, et ce qui est marrant, c'est qu'ils aient 6 ans ou 22 ans, les connaissances sont à peu près aussi nulles. Vraiment. C'est bien. Oui, sur la cagette. Hyper motivant. Voilà. La cagette. Commençons alors avec la cagette. Ça commence comme ça, des ateliers d'école. Ça s'appelle c'est notre premier atelier. Ça s'appelle la cagette de saison. Et qui, si on peut, se fait en présence du maraîcher qui a cultivé les légumes en question. Donc c'est littéralement, vraiment, on entre dans la salle avec une cagette pleine de légumes de saison, donc forcément locaux. Enfin, c'est locaux, c'est de saison, ça va ensemble. Donc, cultiver si possible au plus proche et évidemment de manière la plus vertueuse et non chimique possible. Et c'est d'abord, avant toute chose, une découverte. Donc, on voit... on manipule, on regarde, voilà, on découvre... On regarde, on se plonge dans ces légumes qu'on souhaite le plus possible, entiers, encore avec la terre dessus, les feuilles, les fans, etc., éventuellement des petites bébêtes, c'est encore mieux, des petits insectes qui se baladent au milieu, pour familiariser vraiment les enfants avec le réel. Et ça se passe comment, la rencontre de l'enfant et du légume? Parce qu'à la cantoche, c'est pas toujours à la maison, c'est pas toujours évident. Alors, c'est une bonne question. Les enfants, en général, quand on leur dit légumes, disent ils ont un air de dégoût immédiat. Et puis en fait il y a l'appréhension en fait du visuel, du matériel, le fait qu'on met vraiment des betteraves, des fenouils, des blettes, des choux. Donc, il y a une première découverte, les mains dans la terre en fait. Ils sont curieux, évidemment qu'ils sont curieux. Et on fait des devinettes et on voit ce qu'ils savent ou pas, ce qu'ils connaissent. Et alors quand vous avez envie de vous faire bien voir des enfants, vous leur dites non seulement on va parler légumes, mais après on va préparer une salade. Voilà. Absolument. C'est super pédagogique. Ouais. Non, mais ça marche du feu de Dieu, c'est ça l'histoire. Ça marche du feu de Dieu. Et alors, salade, petite vinaigrette. Ouais, ils adorent faire. C'est ça. Vous les attrapez par le faire, en fait. On les attrape par le faire. C'est vraiment apprendre par le faire et le faire ensemble. On pourra en reparler, mais
on se rend compte en fait que l'enfant, évidemment c'est compliqué de faire dans les classes aujourd'hui, dans l'école publique. Il y a un enseignant avec en général 20 à parfois 30 enfants. C'est très difficile de faire mettre les mains à la pâte de manière... Donc nous, c'est ce qu'on propose. On arrive avec plus de personnes, pas mal d'encadrants, des bénévoles, des membres de l'association et on propose de faire vraiment... Vous leur dites, on va manger de la salade et ils ont la banane. Dans les mains, on leur met des quand même, hein. Extraordinaire. J'adore ça. L'idée, c'est de prolonger aussi, au-delà des sessions, parce que je crois que vous organisez un nombre limité d'ateliers. Je crois que c'est 6, c'est ça si c'est entre 4 et 6. Entre 4 et 6, voilà. Mais l'idée aussi, c'est de les initier, par exemple, à faire un potager pédagogique. Absolument. C'est toujours, on essaye toujours d'avoir cette progression pédagogique et de la terre à l'assiette. Donc, forcément, ça commence dans la terre. Et c'est souvent ce qui est oublié, en fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on peut avoir des assos qui vont intervenir sur des ateliers culinaires, des assos qui vont intervenir sur des ateliers potagers, mais aucune qui fait le lien. Alors que tout ce qu'on mange, c'est vraiment, on va y revenir. Votre slogan, c'est de la terre à l'assiette. Il y a aussi des liens avec la cantoche. Je dis volontairement la cantoche. Pour la rendre sympathique. La restauration collective. Oui, parce que si vous voulez, ça nous déprime, nous. Quand on fait découvrir des légumes formidables aux enfants dans la matinée, et qu'après, ils découvrent la carotte rabougrie. Sous blister, etc. Ça nous fend le cœur. Donc, ce qu'on essaye de faire, mais c'est un niveau plus politique, c'est de mettre les pieds dans le plat et de dire, c'est pas possible, ça peut plus se passer comme ça. Donc, on commence par de la sensibilisation aux enfants et si possible aux équipes de cuisine. Et après on essaye de remonter. Et on essaye de remonter jusqu'aux hautes sphères. Je citais votre manifeste en introduction de l'émission. À l'école comestible, nous sommes convaincus, dites-vous, que l'on peut changer le monde par la manière dont on mange et que tout commence dès l'enfance. Ça, c'est vous qui le dites, Camille Labou, invité du Grand Oral. On se retrouve dans quelques minutes. Anti-Sèche et Maguessel, mais vous allez voir, on ne change pas vraiment de sujet. Emma, bonjour. Bonjour. Oh Bonjour. Bonjour. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité, vous le savez, résonne à l'école. Vous nous avez ramené aujourd'hui des madeleines. Quel rapport? Mais si je vous dis Marcel Proust. Ah, bah oui, forcément. Tout de suite. Je vois mieux. Gros indice. Mais oui, la fameuse Madeleine de Proust. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la manière dont la gastronomie, la cuisine, la bonne bouffe même parfois, s'invite dans la littérature. Et vous allez voir que des mots au mets, il n'y a qu'un pas. Donc on commence avec la plus célèbre. La Madeleine de Proust, expression célébrissime. On l'étudie plutôt au lycée, Proust, quand même. Hein. Oui, je l'ai trouvé dans les manuels. Pour l'école primaire. Tout à fait. Je l'ai trouvé dans les manuels de philo de terminale. Mais vous allez goûter ensuite, Emmanuel. Dans les manuels de français aussi de première. Normalement, à la fin du lycée, on a tous entendu parler de la Madeleine de Proust. Alors, d'où vient l'expression? Eh bien, Proust a une révélation dans À la recherche du temps perdu, dans le premier tome, du côté de chez Swann. Je vous lis ce passage. Et tout à coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Fin de citation. Fin de citation. Voilà, un moment suspendu, une petite minute d'éternité qu'on étudie en philo en terminale, justement dans le chapitre sur le temps. Ici, un exemple de temps subjectif où une seconde de bonheur peut durer une éternité. Un des passages, bien sûr, les plus connus de la recherche. Très intéressant à étudier parce qu'on peut expliquer beaucoup de notions aux élèves. Le temps, comme je viens de le dire, mais aussi le souvenir, le bonheur ou encore la mémoire. Donc ça, c'est pour la Madeleine de Proust, à tout seigneur, tout honneur, mais aussi plein d'écrivains qui étaient de véritables cordons bleus et qui ont laissé des écrits à ce sujet. Tout à fait. C'est le cas de George Sand, par exemple, qui adorait cuisiner et recevoir chez elle. Elle cuisinait des produits du terroir. Elle a laissé plus de 800 pages de recettes dans des cahiers. Alors, elle aimait manger avec du beau monde, Balzac, Chopin, oui, ou encore... Voilà. Et ou encore un certain Alexandre Dumas, qui n'a pas écrit que Les Trois Mousquetaires ou 20 ans après, enfin il a écrit beaucoup de choses, mais il a notamment écrit un grand dictionnaire de cuisine, comme un hymne un peu à la cuisine. Et alors figurez-vous que l'ancêtre de la Madeleine, c'est dans le grand dictionnaire de cuisine, puisque j'y ai trouvé l'ancêtre de la Madeleine, le gâteau Madeleine. D'accord, c'est une grosse Madeleine. Voilà, exactement. Et maintenant c'est des petites Madeleines. Encore que celles que vous nous avez apportées elles sont assez... pas mal. Elles sont généreuses. Voilà, opulentes, généreuses. On termine sur les planches. Mais oui, puisque une œuvre dont je voulais vous parler
aussi où la cuisine a une place très importante, c'est dans Cyrano de Bergerac, puisqu'une partie de l'action se déroule dans la boutique de Ragueneau, vous savez, la rôtisserie des poètes, où il dirige les travaux de ses cuisiniers, tout en écrivant des vers. Et vous allez voir qu'une recette, ça peut devenir de la poésie. Recette des tartelettes aux amandines d'Edmond Rostand par Emmanuel Davidenkoff, c'est parti. C'est à moi, là, c'est ça? C'est vos petites surprises. Elle me fait des petites surprises comme ça. Alors, concentration. Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédra choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flan de moules à tartelettes. D'un doigt preste, abricotez les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits. Puis que ces puits passent au four et blondines sortent en gai troupelet. Les trouplets, c'est quand même extraordinaire. C'est beau les trouplets. Ce sont des tartelettes amandines. Merci beaucoup. On n'écrit plus des recettes comme ça. Mais oui, alors que c'est joli. Non, ça donne c'est formidable. Très envie. Ouais. Très envie. C'est les tutos à la façon, Rostand, à la façon Cyrano. Merci beaucoup. Une petite Madeleine. On va se laisser tenter. Je me laisse tenter tout de suite. C'est vrai. Allez, on va se laisser tenter. On va surtout aussi retrouver Camille Labro. Suite du Grand Oral. La bouche pleine et les mains sales. J'ai trouvé ça dans un article qui raconte votre aventure. C'est un peu le programme, au fond, de l'école comestible. Absolument. Cette association fondée fin 2019 par la journaliste et autrice Camille Labro pour faire la révolution délicieuse dans les écoles. C'est une idée que vous êtes allé chercher à la fois tout près et très loin. Tout près, parce que vous l'avez emprunté à Alice Waters, qui, je crois, est votre marraine. Vous traduisez son œuvre. D'ailleurs, on peut dire qu'un nouvel ouvrage de tome 2 sort ces jours-ci chez Actes Sud et chez Quéribus, de l'art de la cuisine simple, 100% végétale. Donc Alice Waters, on va en parler. Et alors, en même temps, très loin, dis-je, parce que ce qu'elle a créé, elle l'a créé aux États-Unis. Absolument. Oui, donc c'est presque ma famille, Alice Waters, et c'est une grande chef américaine, très connue là-bas, encore peu connue en France, et qui a monté non seulement un restaurant aujourd'hui cinquantenaire, qui existe toujours. Qui porte un nom français. Chez Panis. Ouais, comme Pagnol, on aurait pu... Oui, c'est un hommage à Pagnol. Encore un hommage à Pagnol. Et par ailleurs, qui a créé il y a 25 ans un grand potager dans une école, pour le coup un collège, et qui s'appelle The Edible Schoolyard. Voilà. Où elle a en fait instauré un système où les enseignants peuvent venir faire leur classe en fait dans le potager ou dans la cuisine. Donc c'est vraiment cette idée de démarrage. Et ça a essaimé. 5000 écoles aux États-Unis ont dans le monde. On crée des choses inspirées de cet exemple-là. Donc c'est vrai que nous, la petite histoire, c'est qu'à un moment, Alice s'est penchée sur cette fameuse map monde qui pointe toutes les initiatives dans le monde. Et on regardait ça ensemble et elle me dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a rien en France? Pourquoi il n'y a rien en France? Camille, ma filleule unique et préférée. Mais depuis, le projet est parti dans une autre dimension, on va dire. Ouais. C'est pas juste une école avec un potager. Mais avant, Alice, vous avez aussi un lien particulier et personnel avec la gastronomie, l'alimentation, tout ça. Enfin, d'abord, c'est une partie de votre métier. Vous écrivez dessus. Ouais. Mais votre maman aussi, au début, vous a transmis ça, non? Ma maman est une cuisinière extraordinaire. Ouais. Mais qui n'écrivait pas les recettes. Non. Alors, elle met pas de rouge dans un cahier. C'est ça, voilà. 3 ingrédients. Je suis la seule à savoir lire. Okay. C'est pire qu'une écriture de médecin, vous savez. Mais alors, elle m'a appris tout ça. J'ai grandi avec des goûts extraordinaires, un potager aussi cultivé par mon papa, et des petits maraîchers. J'ai grandi dans le sud de la France, dans le sud-est, avec des petits maraîchers locaux, du mesclin, etc. Je dois dire en passant que ma maman est une grande amie de longue date d'Alice Waters et qu'elle a un peu influencé Alice aussi dans ce chemin de la cuisine un peu à la française et des choses fraîches. Mais sans elle vouloir jamais devenir elle ne veut cuisiner que pour les gens qu'elle aime. Alors c'est très compliqué de commercialiser ça. Oui, parce qu'elle aime personne, il faut dire quand même les choses, elle n'est pas très aimable. Non, elle aime que ses amis. Et donc elle fait à manger pour ses amis. Le mesclin, c'est une de vos grandes passions. Vous êtes maman. Passion, totalement. Et alors, je ne sais pas si vous continuez à le faire, mais j'ai lu que vous rentriez à la maison 19h tous les jours, invariablement, pour préparer la salade. Ouais. Bon, alors pas que la salade, mais notamment la salade. Je peux pas vivre sans salade. Qu'on mange avec les doigts. Je peux pas vivre sans salade. C'est un truc, cette feuille verte. Alors la salade, ça peut être tout n'importe quoi. En hiver, ça va être de la chicorée, et en été, ça va être des laitues, du mesclin, du petit mesclin. Ça peut être une salade avec plein de choses dedans, des petites tomates, ou ça peut être juste des feuilles. Mais c'est que de l'eau, la salade. Ah oui, mais c'est de l'eau pleine de parfums, avec ce côté herbacé extraordinaire
qu'on essaye vraiment aussi d'enseigner aux enfants d'ailleurs, hein, parce que c'est quelque chose qui... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je m'interroge toujours pourquoi les enfants sont si réfractaires à tout ce qui est vert et tout ce qui a une forme de feuille. Parce que finalement, c'est vraiment c'est en direct de la nature, mais c'est très difficile d'appréhender ça pour eux. Un enfant sur deux nous dit au début qu'il n'aime pas les légumes. C'est un grand classique. À la fin de l'atelier, 99% goûtent et 50% disent qu'ils aiment. Ouais. C'est quand même absolument extraordinaire. Si on revient un tout petit peu sur le territoire de la pédagogie, vous le signaliez, il y a deux éléments fondamentaux. Ils font et ils font ensemble. Et donc, c'est aussi quand même une façon de travailler le collectif. C'est ça, et ils goûtent. Il y a l'expérience des sens. L'expérience sensorielle est fondamentale. Et c'est ça, en fait, le triptyque magique de l'école comestible. Oui, absolument. Et le fait de faire ensemble, c'est très important aussi. Parce qu'ils vont se rendre compte que parfois, ils sont un petit peu intimidés, un petit peu inhibés même, mais ils voient d'autres qui font, ils se disent « Ah bah tiens, s'il le fait, je peux le faire ». Ça, il y a un vrai partage, puis on se rend compte, puis la cuisine, c'est d'ailleurs comme le jardinage, on ne le fait pas juste pour soi. C'est quelque chose qu'on fait pour les autres, c'est pour nourrir et faire plaisir aux autres aussi. Donc on est aussi dans l'altruisme et dans la... C'est en ça qu'il y a une notion de révolution délicieuse, mais aussi de fabriquer une société ou un faire-société qui est un petit peu différent que celui qu'on nous vend un peu très concurrentiel et tout. Tout à fait. Bon, vous nous avez fait manger plein de salades, c'est super sympa. Éduquer les enfants à mieux manger, c'est aussi leur apprendre à prendre soin d'eux-mêmes, des autres et de leur environnement, tout en se régalant. C'est une démarche écologique, humaine, vertueuse et délicieuse. Je vous cite, là encore, on va évidemment continuer à en parler, mais là, c'est la récré. Et qu'est-ce qu'on fait à la récré? Bon, on mange des bons becs. Ouais, voilà. La récré. Vous devriez avoir honte, Emma Guessel. Oh là là, pas du tout. Honte. Mais si, on est en train, grâce à Camille, de nous raconter toutes les vertus de la nature, de la terre à l'assiette, et c'est génial. Moi aussi, et là, alors évidemment, c'est la semaine du goût, vous en profitez, et vous vous dites qu'à l'heure de la récré, on va faire des bêtises. Bah oui, on va vous montrer des petites vidéos rigolotes, parce que surtout quand ça concerne la nourriture avec les enfants, quand même, il y en a un paquet. Ça a été dur de choisir. Alors déjà, est-ce que vous aimez le citron? Ah, moi j'adore. Moi j'adore. Voilà. Ingrédient fondamental. Ouais. Ah, pour la salade alors? Oui, la salade, mais tout autre mets aussi. C'est très important. Il y a plein de races de citron. Et puis alors le citron confit. Ah oui, d'accord, je vois que il y a un gros zeste, évidemment. Ah oui, d'accord. Non, on est citronistes. On est citronistes tous les deux. Je vois ça. Mais en tout cas, pour un enfant qui goûterait pour la première fois le ça peut être déroutant, je veux bien croire. C'est un peu acide. Et bien tout de suite, première petite compile de Je suis un bébé. Et c'est la toute première fois que je goûte du citron. Regardez. Je pourrais passer. Ça se passe pas si mal en fait. Ça fait un effet quoi. C'est ce qu'on aime bien. Je pense que oui, c'est pas désagréable. C'est une sensation. C'est déroutant. Voilà, c'est déroutant. On a des gamins qui font ça aussi. Vous faites très bien le bébé qui découvre le citron, Camille. C'est ça. Mais la moutarde, parfois, j'ai vu des petites filles se faire un trip sur la moutarde dans notre atelier goût primaire. On leur fait goûter tout ça. Et c'est ça pique. C'est ça, des trucs comme ça. Mais elles adorent. Ça pique, mais j'en reprends. Ah oui, on y revient. Donc ça, c'était le citron, l'acidité. Mais les vidéos d'enfants qui fonctionnent le mieux sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est tout ce qui va concerner les bonbons. Et vous allez voir qu'on peut aller loin, très très loin, juste pour un bonbon. C'est pas vrai. Donc tu me donnes ton oreille, je te croque ton oreille, je te mange ton oreille et t'as un carambar. Ouais. Donc t'es prêt à tout pour un bonbon? Ouais. Non, moi je veux ton pied. Non, pas mon pied. Le petit pied alors. Quoi? Le petit pied, le petit doigt. Pied. Ah non, c'est que le doigt, c'est tous les doigts de pied, c'est le pied. Le gros pied. Le gros pied. Le gros pied, c'est un gros. Le gros pied. Mais c'est pas assez pour mon ventre, moi il me faut tout le pied, il faut que je mange tout le pied. Alors non, tout le pied alors. Alors tu me donnes tout le pied, contre un bonbon carambar. Oui. Un bonbon carambar. Extraordinaire. Bon, c'est le sucre. C'est trop bon les bonbons quand même. Alors vous n'en abusez pas. Si Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste, était en plateau, je pense qu'elle fait. Elle fait pas forcément les gros yeux d'ailleurs, parce qu'elle dit pas qu'il faut arrêter de manger du sucre. Voilà. Elle dit qu'il faut équilibrer les choses. Voilà. Les légumes, c'est super. On n'abuse pas et on garde son pied. On garde son pied. Emma, merci beaucoup. On continue à parler école comestible. Camille Labro.
La nourriture apprend mieux que toute autre chose les valeurs de la vie en communauté, l'égalité, la justice et le fait de se nourrir. Ainsi parle l'américaine Alice Waters, dont le projet Edible Schoolyard a enfanté en France de l'école comestible portée par la filleule et traductrice d'Alice Waters, Camille Labro. Et quand je dis traductrice, je rappelle que le tome 2 de l'art de la cuisine simple vient de sortir. C'est chez Actes Sud Quéribus, c'est une coédition. Et c'est 100% végétal. Vous avez une rubrique dans Le Monde où vos invités, puisque vous interviewez, vous rencontrez des personnalités, revivent des expériences culinaires. Et vous dites, je vous cite, « La cuisine ouvre une porte sur l'intime à un point que je n'imaginais pas. Une fois sur 10, pendant l'interview, les gens se mettent à pleurer. » Ouais. Ça remonte, c'est des réminiscences, c'est comme la Madeleine de Proust. Voilà. C'est-à-dire qu'on retombe en enfance, en fait, quand on parle de plats qui nous sont chers. En fait, le pitch de ma rubrique, qui est dans M, le magazine du Monde, c'est la manière dont je le propose, c'est racontez-vous à travers un plat. Racontez-moi votre histoire à travers un plat qui vous est cher. Donc forcément, tout de suite, on pense au plat de la grand-mère, on pense à des choses parfois tristes parce que ce sont des gens qui sont partis, des choses difficiles, parfois même des plats qu'on a détestés enfant mais qu'on s'est mis à aimer adulte et ça. Et donc ça fait remonter vraiment des choses qui viennent de loin, quoi. C'est dans les tréfonds de chacun. Ouais. Vous avez un plat, vous, d'enfance ? Franchement, oui, la soupe aux haricots blancs de ma grand-mère, c'est voilà. Quelque chose de dingue pour moi. Ouais. C'est mon enfance. On l'a tous. Ça tombe souvent sur les grand-mères quand même. On peut faire un clin d'œil à Jonas Parienté qu'on avait accueilli sur ce plateau et un sublime projet qui s'appelle le Grain. Ah oui, Grand Mass Project, ouais, c'est génial. Grand Mass Project, qui sont des vidéos absolument extraordinaires qui effectivement parlent autant de cuisine que d'histoire, que d'intime. Et on peut continuer à en sortir de nouveau. Les grand-mères sont omniprésentes dans notre rubrique, dans le M, bien plus que les mamans. C'était étrange, comme si on avait sauté une génération. Comme si finalement on s'est posé. Mais elles ont le temps aussi, les grand-mères. Oui, c'est ça, mais je me suis beaucoup posé la question sur pourquoi. Et je pense que c'est aussi parce que du point de vue du petit enfant, c'est jamais une obligation. Ce que propose la grand-mère, c'est jamais une obligation, c'est juste du plaisir. Alors que de manger votre salade, vos enfants, d'ailleurs, ils m'en ont parlé. Enfin bon, c'est pas grave, vous vous rendez compte que... Détrompez-vous, les enfants adorent la salade. Il y a un lien aussi dans tout ce que vous faites avec un mouvement qui existe depuis quelques années, qui est ce qu'on appelle la slow food. C'est quoi la slow food ? Alors, slow food, c'est à la base un mouvement qui a démarré en Italie, lancé par un homme extraordinaire qui s'appelle Carlo Petrini, qui était journaliste à l'époque, pour contrer la fast-food, d'où le nom, slow food. La nourriture lente. Voilà. Et donc ça renvoie à quoi ? Ça renvoie au fait à plein de principes qu'on va retrouver par exemple aussi chez Bria Savarin, qui est grand auteur français, qui est une référence pour Carlo Petrini comme pour Alice Waters d'ailleurs. Ça renvoie au principe d'une alimentation holistique qui va chercher partout en fait, qui va chercher à la fois sur le plan de la santé, sur le plan de l'humanité, sur le plan de la sociologie, mais aussi... C'est presque une philosophie, c'est une façon de vivre. C'est une philosophie, voilà, c'est une façon de vivre et ça renoue aussi beaucoup. Slow Food travaille énormément avec, à maintenir et à soutenir les paysans, l'agriculture paysanne qui est en voie de disparition, alors qu'elle est fondamentale pour notre fonctionnement et notre alimentation. Et donc, Slow Food est aujourd'hui un mouvement international. Dont Alice Waters, je crois, était vice-présidente. A été voilà. Vice-présidente et qui vraiment défend à l'international un certain type d'agriculture très vertueuse et très traditionnelle et ancrée vraiment dans les localités. Et également une façon de manger et de vivre qui renoue avec... le plaisir partagé, l'écoute des autres, et c'est finalement ce qu'on retransmet aussi dans nos ateliers. L'idée étant de faire société. Camille, vous restez avec nous. On va voyager encore un tout petit peu sur le chemin de l'école avec Marie-Olivier qui va nous rejoindre. Emma, merci beaucoup. Merci à vous. Tenez, reprenez vos trucs Et Marie. Non, on les garde. Allez, au revoir, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On recevait la semaine dernière Émilie Théron, la réalisatrice du film documentaire Être prof, qui nous parlait des actions de son association sur le chemin de l'école. On va s'arrêter un tout petit peu sur cette formidable association dont vous allez nous expliquer ce qu'elle fait. Oui, l'association sur le chemin de l'école a été fondée en 2013 à la sortie du film documentaire du même nom, réalisé par Pascal Plisson avec le soutien de l'UNESCO et de l'ONG Aide et Action. Et Pascal Plisson, vous aimez bien, vous nous en avez parlé il n'y a pas longtemps, que je me trompe. Ah, ça vous dit quelque chose ? Bonne mémoire. Il a plus récemment... J'essaie de vous écouter de temps en temps.
content. Film très bien, qui s'appelle Gogo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette nonagénaire kenyane qui n'est jamais à l'école et qui a décidé ces dernières années d'y aller pour la première fois dans la même classe que ses enfants et ses petits-enfants. Et donc ce film, le film Sur le chemin de l'école dont on parle aujourd'hui, pour ça, Plisson a reçu le César du meilleur film documentaire. Vous nous rafraîchissez la mémoire, il voyage un petit peu partout. Oui, c'est ça. Comme dans Être prof. Exactement, oui. Il suit des enfants qui ont un mal fou à aller à l'école. En fait. Oui, c'est ça. Il suit le trajet quotidien d'enfants qui se rendent à l'école, donc en Patagonie, au Kenya, et dans la, ouais, exactement, et dans l'Atlas marocain. Des enfants qui se donnent rendez-vous au milieu de la pampa. Ouais, c'est fou. Ouais. Dans les grandes villes, on se dirait rendez-vous à la station de métro. Eux, c'est kilomètre 853. Exactement. Je peux vous dire du coup qu'ils sont vraiment motivés et qu'ils ont la soif d'apprendre pour aller à l'école quand on voit ce qu'ils traversent tous les jours. Ils traversent aussi la savane avec des animaux sauvages, où ils grimpent les montagnes. Les écoles sont vraiment difficiles d'accès. Par exemple, au Kenya, dans le comté de Mombasa, donc 70% des élèves doivent parcourir 7 à 10 km rien que pour aller à l'école, donc juste un trajet. Et c'est notamment ce que l'association créée à la sortie du film souhaite améliorer. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette association ? Elle aide les protagonistes du film, je crois ? Oui, au départ c'est ça, l'idée était vraiment de venir en aide aux protagonistes du film, donc Jackson et Salomé au Kenya, Carlito et Michaela en Argentine, Samuel en Inde et Zahira au Maroc. Par exemple, Samuel a reçu un fauteuil roulant pour se déplacer pour aller à l'école, et Jackson et Salomé un nouveau cartable. C'était des dons ou... C'est pas vraiment des dons, c'est plutôt sous forme de bourse scolaire, mais pas n'importe comment non plus. Il y a un relais local sur place et l'association suit le bulletin scolaire de l'enfant ainsi que son bien-être global à l'école. C'est pas juste envoyer de l'argent. Ensuite, d'autres enfants ont pu aussi bénéficier de bourses, donc ça va évidemment au-delà des protagonistes du film. Parce que les responsables de l'association se sont aperçus qu'il fallait voir un peu plus large. Oui, c'est ça. Face à des problèmes politiques et géopolitiques locaux, ils se sont rendus compte qu'impliquer les communautés autour des enfants, c'était vraiment indispensable. Et c'est aussi pour cela un autre pan d'action de l'association, au-delà des bourses scolaires, c'était de vraiment impliquer, d'aider la communauté. En travaillant, j'imagine, comme toutes les assos, de manière très intime avec les acteurs locaux. Oui, c'est ça, comme Fondaf au Cameroun, qui aide à l'intégration des enfants pygmées bagélis, qui subissent de fortes discriminations et même une ségrégation à cause de leur mode de vie différent de la plupart des Camerounais, ou encore en Haïti où les membres de l'association se sont aperçus que les enfants allaient à l'école sans manger le matin et en fait ils ne pouvaient pas apprendre correctement, donc ils ont mis en place une cantine journalière. J'espère que c'est une cantine, ça vous travaille tout ça. On a vu la carte du monde, mais combien ça représente d'enfants ? Une centaine d'enfants est soutenue par l'association aujourd'hui dans des pays variés comme les Philippines, le Kenya, le Bangladesh ou encore le Kirghizistan. Vous pouvez découvrir leurs portraits d'ailleurs sur le site, vous voyez à l'écran. Et en France, on se dit que c'est pas compliqué d'accéder à l'école en France, mais l'asso a quand même une activité. Oui, c'est ça. En fait, il y a une véritable demande de projection du documentaire dans les écoles et l'association a fait des interventions dans les écoles françaises. Et c'est pour ça que le chemin de l'école a décidé, comme troisième axe, de vraiment axer sur la sensibilisation auprès des enfants en France. L'idée, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'aller à l'école, que de pouvoir en tout cas y aller de manière beaucoup plus facile que tous ces enfants, c'est une chance extraordinaire. Oui, c'est ça, qu'ils prennent conscience vraiment des difficultés d'accès à l'éducation dans le monde. Et on le disait la semaine dernière, près de 284 millions d'enfants du primaire et du secondaire ne seraient pas scolarisés aujourd'hui. Est-ce que nous, on peut aider tout ça ? Oui, il est possible de faire un don sur le site de l'association afin d'apporter une bourse scolaire qui comprend par exemple l'inscription à l'école, l'achat de livres, les fournitures scolaires ou encore le repas du soir. Marie, merci beaucoup. Formidable initiative sur le chemin de l'école. Si on veut aider l'école comestible, déjà on peut aller sur votre site ? Absolument, on peut aussi nous faire un don. Voilà, profitez-en. Parce qu'il faut le savoir, on ne l'a pas dit, mais nos programmes d'ateliers sont gratuits pour les écoles publiques. Ouais, c'est ça. Donc on a besoin de dons pour faire fonctionner l'asso. Les maraîchers, j'imagine qu'ils font... Les maraîchers, on les rémunère, on achète leurs produits pour les soutenir, bien sûr. Donc on a besoin d'aide aussi. Super, merci beaucoup. Et l'art de la cuisine simple, Actes Sud Quéribus, 100% végétal. Vous avez une recette un peu de prédilection à nous... Si vous dites à salade, on arrête l'émission tout de suite, là. Bon, là, vous avez le droit, Si, forcément, vous pouvez pas m'enlever la salade. Qu'est-ce que vous mettez comme petite sauce dans la salade ? Ah, j'ai un secret. Je vous le dis. Le petit truc de soja ? La petite sauce soja. Ah, voilà. On met un petit mix. En fait, très souvent, je mets 2 types de vinaigre. Donc, une petite goutte de vinaigre de cidre, une petite goutte de vinaigre balsamique, ou même un petit trait de citron. Parce que le balsamique seul, c'est un peu plus à la longue, on en a marre. C'est trop sucré, puis ça fait tomber la salade tout de suite. Mais très peu de vinaigre, hein. Et un bon filet d'huile d'olive, de la bonne huile d'olive, évidemment, et un petit trait de sauce soja, puis du bon poivre. C'est ça. Hop, hop, on touille tout ça, et on mange avec les doigts. Ah oui, mais la salade, faut la manger avec les doigts. Hein. Mais avec l'huile ?
Ah mais c'est pas grave, après on s'essuie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le contact du métal, des couverts, ça va pas du tout avec la salade. Mais c'est pour ça qu'on n'aime pas ça parfois. Ben voilà, non mais il faut y aller avec les doigts. Génial. Huile d'olive, lait de vinaigre, le trait de sauce soja, poivre, et on mange avec les doigts. Bien retenu ? Génial. Camille Labro, merci beaucoup. L'écolecomestible.org, c'est le site internet. Allez-y, c'est formidable. Et je rappelle que jusqu'au 16 octobre, c'est la 33e édition de la Semaine du goût. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. On va aller tous manger de la salade, notamment Laure Audemont qui nous a maquillés, Marine Plantec qui a préparé cette émission et qui est en régie aujourd'hui, assistée par Laura Girard. Au son, c'est Alexis Oustabassidis, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux. Bon app.